Je voudrais remercier tout particulièrement Denis Nour de nous avoir fait l'honneur de nous inviter à cette première édition des Jeudis citoyens pour discuter avec les candidats à la présidentielle 2024. Je pense que notre problème au Sénégal et en Afrique. Nous avons choisi, vous l'avez rappelé brillamment, de construire une république. Nous n'avons pas le choix, nous devons consolider cette république. La question qui nous est posée au Sénégal et à tous les pays africains, pratiquement, c'est que dans le cadre de cette République, nous n'avons pas encore répondu à la question suivante. Comment on doit diriger et qui doit diriger? En ce qui nous concerne, nous avons d'abord inscrit, et beaucoup de gens d'ailleurs ne le comprennent pas, notre action politique dans le cadre de la refondation des institutions de notre République. Et c'est ce qui explique notre engagement, ce qui explique le travail que nous avons fait au sein des Assises nationales. La principale conclusion des Assises nationales est bien la refondation de nos institutions sur la base d'un certain nombre de valeurs bien listées, bien connues et codifiées dans la charte de gouvernance démocratique du Sénégal. Nous considérons donc que cette base consensuelle est ce qu'il nous faut pour progresser dans le sens de la citoyenneté, de l'état de droit et de la démocratie. Je voudrais évacuer tout de suite une question, celle de la laïcité. Nous avons eu des débats approfondis au sein des Assises nationales sur la question, où plusieurs séances ont été tenues sous la présidence du président Amadou Mahtar Mbow. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, qui est consignée dans la charte de gouvernance démocratique, est de dire, premier constat, la laïcité à la française, d'une séparation de l'État et de la religion, n'est pas praticable au Sénégal. En conséquence, ce qu'il nous faut, c'est un État qui soit à équidistance des religions ainsi que des confréries religieuses. C'est cette rédaction qui résulte de discussions approfondies auxquelles j'ai participé, et c'est cette rédaction qui est consignée dans la charte de gouvernance démocratique. Il me paraît bon de le rappeler, d'insister là-dessus et de pouvoir l'inscrire, je crois, dans notre Constitution. Ensuite, renforcer la citoyenneté dans notre pays, vous l'avez rappelé, revient dans le fond à faire connaître aux Sénégalais, femmes et hommes, jeunes et vieux, ce qu'est le droit, mais aussi leur faire accepter le respect de la loi. Connaître la loi, je dis souvent d'ailleurs que personne ne connaît la loi parce qu'elle est très compliquée. Mais en tout cas, faire un effort pour connaître la loi et respecter la loi. Sinon, évidemment, nous risquons d'aller
vers des directions qui conduisent toujours à ce qu'on appelle ici maintenant, le mot est souvent à la vogue, le chaos. Alors, dans cet ordre d'idées, nous avons pensé, et sans doute marqué par cet éditorial de Babacar Touré, qu'au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, il nous faut nous battre pour que le président de la République ne puisse pas faire plus de 2 mandats de 5 ans. Pour nous autres, c'était une bataille cardinale et fondamentale dans le cadre de la refonte des institutions. Ce n'était pas négociable. Nous nous sommes battus ces 15 dernières années pour qu'effectivement le Sénégal puisse en arriver là. Ce point d'ailleurs, vous le savez autant que moi, est un vieux consensus de la classe politique qui résulte déjà des années 90, des années 93. Voyez-vous, nous avons eu tout ce temps pour arriver finalement dans des moments critiques avec tout ce que nous avons connu ici comme manifestation, comme épreuve, comme mort, comme blessé, pour que le président Macky Sall daigne accepter de ne pas présenter sa candidature en 2024. C'est le point de départ, à notre avis, du renforcement à la fois de la citoyenneté, du renforcement de l'état de droit, du renforcement de la bonne gouvernance. Parce que si vous installez un régime de démocrature, c'est Babacar Sine qui utilise cette expression déjà dans les années 90, ou de césarisme démocratique dont parle Alioune Tine, ou de présidentialisme obscur, qui est mon expression, on les voit en œuvre en Afrique. C'est la catastrophe démocratique. Il n'y a pas de démocratie. C'est une forme de dynastie qui s'installe au pouvoir et qui accapare toutes les ressources. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler ni de citoyenneté, ni d'état de droit, ni de bonne gouvernance. Et donc c'est ça, ce point-là, qui est important. Je pense que nous l'avons tous gagné ici au Sénégal. Et à partir du Sénégal, ça va essaimer. Le Nigeria, je pense, l'a intégré, le Ghana également. Et les autres pays francophones d'Afrique n'auront pas le choix. On ira tous vers cette direction. Parce que vous ne pouvez pas avoir d'intégration africaine que tout le monde réclame depuis les années 50 si vous n'avez pas de convergence constitutionnelle, pour ne pas parler de convergence institutionnelle et démocratique. Et donc, c'est par là qu'il fallait commencer et nous avons gagné cette bataille. Ensuite, que faut-il pour consolider ce que vous avez appelé aujourd'hui à discuter cet après-midi? Nous proposons de réduire les pouvoirs du président de la République. Au moins dans 2 ou 3 domaines. Le premier, le président de la République doit être justiciable. Parce qu'après tout, c'est trop facile d'être président de la République avec tous les pouvoirs qu'on vous donne dans la Constitution. Vous pouvez faire ce que vous voulez et partir vous reposer là où vous souhaitez vous reposer. Dans cette progression démocratique, pour faire du Sénégal une étoile démocratique, il faut absolument que le président de la République devienne justiciable, que la haute trahison ait un contenu légal bien connu, et en ce qui me concerne, je suis prêt à me l'appliquer moi-même. Je n'ai pas l'intention, après avoir été président de la République, d'aller vivre soit en France, soit au Maroc, soit à Dubaï. J'ai l'intention de rester ici, au milieu des miens, de continuer à faire ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire pour rester utile à mon peuple, à ma patrie et au monde si c'est possible. Il nous faut encadrer les pouvoirs du président de la République. Et c'est extrêmement important
lorsqu'on comprend mieux la géopolitique mondiale et aujourd'hui, le fait que l'Afrique, c'est l'enjeu du monde, parce que les richesses minérales, parce que la terre, elle est disponible en Afrique. Et que le monde entier en a besoin pour l'industrie mondiale. À partir de ce moment-là, les ressources naturelles, la terre, le foncier, l'or, le pétrole et le gaz appartenant au peuple, il faut encadrer les pouvoirs du président de la République dans la gouvernance de ces ressources minérales, de ces ressources naturelles. Il faut absolument que les populations locales aient leur mot à dire. Les émeutes de Saraya récemment nous le montrent. Il faut également que l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, puisse également avoir son mot à dire dans cette gouvernance, qui aujourd'hui, en réalité, est réduite au président de la République, au Premier ministre qu'il nomme quand il veut, au ministre qu'il nomme quand il veut, aux directeurs généraux et aux directeurs nationaux qu'il nomme quand il veut. Enfin, les pouvoirs du président de la République doivent être réduits dans la nomination au poste civil en particulier. Les assises nationales, la charte de gouvernance démocratique a des choses très précises sur ce point-là. Il nous faut les appliquer. Le président de la République ne peut pas continuer à nommer les directeurs nationaux, les directeurs généraux, les directeurs, les sages. Ce n'est pas possible. Et après, leur demander d'aller dans le parti au pouvoir ou alors d'aller chercher une base locale dans leur village ou dans leur commune. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des administrations où les chefs ne travaillent plus, on nomme des coordonnateurs pour faire le travail à leur place. Cela doit cesser. Naturellement, la question avait été déjà discutée aux assises nationales, la présence ou la séparation, en tout cas, de l'exécutif par rapport au judiciaire. Le problème auquel nous sommes confrontés au Sénégal depuis plus de 3 ans, avec ces interprétations élastiques du droit, on en perd son latin ou son sérère, mais peut-être vous autres, vous pourriez nous éclairer là-dessus, sauf si on retient la thèse d'Ismaïla Madior Fall, à savoir que le droit est infiniment élastique, il peut l'interpréter comme il veut, comme cela l'arrange. Alors, tout le monde le sent, le président de la République, évidemment, ne doit plus être le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais également, il faut créer les mécanismes pour que les juges qui veulent être indépendants, parce qu'il y en a qui veulent être indépendants, pour que ces juges-là puissent faire leur travail en toute conscience. Et cela est parfaitement possible ici. Au Sénégal, nous devons prendre des dispositifs institutionnels pour faire ça. Voilà ce qui nous paraît être les réformes fondamentales à faire dès 2024. Évidemment, on peut discuter d'un problème qui est important, qui est la gestion des communes, le règlement financier de nos communes, radicalement mal écrit, ou en tout cas écrit de telle sorte que vous pouvez coincer, vous pouvez amener en justice n'importe quel maire dans n'importe quelle commune du Sénégal. Ce serait un jeu d'enfant pour la Cour des comptes ou l'inspection générale d'État d'aller les coincer et de les traduire en justice par rapport à la loi existante. Ces réformes sont nécessaires. Ces réformes sont fondamentales dans ce pays. Quant à la citoyenneté, il nous faut avancer dans l'éducation citoyenne, à l'école primaire déjà. J'y ajouterai l'éducation également à l'environnement. Dès le jeune âge, dès l'école primaire, nous devons avoir des modules pour pouvoir former nos jeunes de demain à la problématique de l'environnement, de la protection de l'environnement, mais également à la question de la citoyenneté, du respect de la loi. Et ce sont donc des mesures fortes que nous voulons prendre. Alors, si ces conditions sont réunies, si ces réformes sont faites de manière consensuelle, nous l'espérons,
il est possible, à partir de ce moment-là, de réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions, avec l'institution président de la République. Parce que s'il y a 300 Sénégalais ou 310 qui veulent être président de la République, c'est bien parce que la dignité de la fonction a véritablement perdu de sa valeur. Il nous faut revenir à une situation que nous avons connue dans ce pays, de respect de l'institution président de la République. Et que les personnes qui incarnent cette institution soient capables de faire ce que j'appelle la séparation. C'est-à-dire, il faut être capable de vous penser vous-même comme président de la République, comme institution, de manière différente de vous-même comme chef de parti politique ou chef de famille ou appartenant à une ethnie ou à un clan. C'est le sens du mot homme d'État. Mais cela ne se décrète pas. Les hommes d'État se forment. Les Américains disent qu'il faut 15 ans pour former un bon leader politique. Et en conséquence, il nous faut revenir à ça, respecter l'institution président de la République, qui a été dans notre histoire quand même incarnée par des hommes tout à fait respectables. Et à partir de là, l'Assemblée nationale, les députés, aujourd'hui, tout le monde le sait, sont, en utilisant un euphémisme, mal considérés par les populations. Pourquoi? Parce que le peuple a l'impression que l'Assemblée nationale n'apporte aucune valeur ajoutée institutionnelle dans ce pays. Elle coûte cher, avec 15-16 milliards de francs de budget annuel. Or, l'Assemblée nationale, au-delà de voter des lois, cette Assemblée nationale doit pouvoir contrôler l'exécutif. Et maintenant, on lui a rajouté d'évaluer les politiques publiques. Et c'est sur ce terrain-là que les députés sont attendus. Il nous faut donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République, l'Assemblée nationale, la justice, je l'ai évoqué, l'administration. Notre administration est encore restée, à mon avis, avec les empreintes coloniales. Quand on voit les gouverneurs, quand on voit les préfets, on en a peur avec leur tenue. Abdul Aziz Al-Amin, que nous avons rencontré après une visite dans le département de Tivaouane avec les députés membres du réseau pour la gouvernance minérale que j'ai présidé à l'époque, nous sommes allés lui rendre visite et lui rendre compte de nos constats, des problèmes qu'il y avait dans les secteurs des phosphates notamment. Et dans la discussion lui-même, il s'est revenu pour nous dire on doit faire un effort pour nous approprier l'État. L'État reste encore vraiment avec les empreintes du colonialisme. Il nous faut effacer cela. Il nous faut revoir même les curricula à l'ENA. Ceux qui servent l'administration doivent savoir qu'ils servent le peuple. Ils doivent savoir qu'ils sont là au service du peuple. Et que c'est ce peuple-là qui les a formés, qui a payé leurs études et qui doit évidemment être servi par cela. Peut-être faut-il changer la dénomination de gouverneurs et les appeler serviteurs de région ou serviteurs de département. En tout cas, ce sont des propositions qui sont sur la table, qui vont constituer notre agenda de redressement du Sénégal. Nous avons l'intention de présenter cela au peuple sénégalais. Si on passe le barrage, le grand barrage des parrainages, qui a été monté exprès, des sortes de haies de plus de 3 mètres de haut, mais nous pensons, avec l'expérience qu'on a eue, les échecs qu'on a eus, on apprend des échecs pour pouvoir progresser et donc passer l'étape des parrainages et nous adresser au peuple sénégalais, leur présenter donc cet agenda de redressement. J'ai insisté sur la partie institutionnelle, quelques aspects. Je n'ai pas parlé évidemment de tout ce qui est valeur,
Je n'ai pas parlé également de la préoccupation des jeunes, l'emploi, l'économie. Je crois, pour ne pas trop déborder, peut-être s'il y a des questions, je pourrais revenir là-dessus. Nous sommes prêts, en ce qui nous concerne, à nous adresser au peuple sénégalais. Nous sommes prêts, comme je l'ai dit, à faire du Sénégal un grand pays, de restaurer la grandeur du Sénégal. Et nous pensons que si nous avons les rênes de ce pays, avec ceux qui nous accompagnent dans MLD 2024 et qui vont venir dans MLD 2024, avec lesquels nous allons travailler dans ce pays de manière ouverte et démocratique, faire du Sénégal en 2045, 2049, avec l'Afrique de l'Ouest, l'une des 10 plus grandes économies du monde, et c'est possible. C'est possible parce que nous en avons les moyens, à la fois en termes de ressources minérales et naturelles, vous le savez autant que moi, mais nous avons également les ressources humaines, aussi bien ici que dans la diaspora. Ce qui nous manque, ce sont les ressources institutionnelles. Et les réformes que j'ai proposées vont nous permettre d'avoir ce consensus dont vous parliez tout à l'heure, qui me paraît être important, y compris dans la méthode de gouvernance. Ici en Afrique, au Sénégal en particulier, la recherche de consensus par des discussions ouvertes, franches, nous paraît être la seule méthode possible de rassembler à la fois les énergies, les talents pour pouvoir rehausser le Sénégal. Je vous remercie.